Quand les chefs d'État ont pris une décision retirant de l'ordre du jour de l'OUA des documents, un conseil de ministres peut-il avoir plus de pouvoir que les chefs d'État? Un secrétaire général administratif peut-il avoir plus de compétences que le sommet des chefs d'État? La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages et intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. Le 2 octobre 1958 marque une date historique. La Guinée devient le premier territoire colonial français d'Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance, défiant ainsi son ancien maître colonial. À la tête de ce mouvement audacieux se trouve Ahmed Sékou Touré, une figure charismatique et radicale de l'histoire postcoloniale africaine. Sékou Touré, moteur de cette rébellion contre l'ancienne puissance coloniale, a conduit son pays vers l'autonomie avec une détermination inébranlable. Cependant, l'indépendance de la Guinée n'a pas été sans défi. Face à l'hostilité de l'administration coloniale française qui a délibérément détruit les infrastructures et les acquis du régime colonial en partant, le jeune État a dû faire face à une véritable guerre économique et diplomatique destinée à le déstabiliser. Visionnaire pour certains, dictateur pour d'autres, le parcours de Sékou Touré est jalonné d'actions audacieuses et de décisions controversées. Son héritage est complexe, à la fois source de fierté et de débat. Plongeons ensemble dans cette ère tumultueuse, explorant les multiples facettes de Sékou Ahmed Touré de la Guinée. Chaque décision qu'il a prise résonne encore aujourd'hui, non seulement dans l'histoire de la Guinée, mais aussi dans celle de l'Afrique contemporaine. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le leader et l'impact durable de son règne sur la destinée de son pays et de son continent. Au début du XXe siècle, la France avait établi sa domination sur une vaste étendue de l'Afrique de l'Ouest, englobant des territoires qui correspondent aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée et au Niger. Cependant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les aspirations de l'indépendance des peuples colonisés se furent de plus en plus pressantes. Les populations locales, lassées du joug colonial, commencèrent à exprimer leur mécontentement de manière croissante. Lorsque le général Charles de Gaulle prit les rênes de la France en 1958, il comprit que l'époque coloniale touchait à sa fin. Reconnaissant l'inévitabilité des changements, de Gaulle proposa une nouvelle approche, la création de la communauté française, une structure censée remplacer l'ancien système colonial par un modèle de coopération supposé égalitaire. Pourtant, la constitution de la communauté française, tout en offrant une apparence de souveraineté aux États africains, maintenait en réalité la prédominance de la France. Cette nouvelle organisation limitait l'autonomie des anciennes colonies, les intégrant dans une alliance où la France conservait une influence prépondérante. Ce passage de l'empire colonial à la communauté française marqua une transition délicate, mêlant aspiration à l'indépendance et tentative de maintien de l'influence française en Afrique. L'administration de Charles de Gaulle a formulé une proposition audacieuse.
Chaque territoire colonial français souhaitant obtenir son indépendance pouvait le faire immédiatement, sans opposition de la part de la France. De Gaulle a garanti que Paris ne s'y opposerait pas. Cependant, il a précisé que pour les pays optant pour une indépendance immédiate, le soutien futur de la France serait conditionné à leur degré de coopération avec l'ancienne puissance coloniale. En théorie, De Gaulle ne s'attendait à aucune résistance significative lors du référendum pour l'adoption de la communauté française. Il pensait que les territoires coloniaux accepteraient cette transition sans heurte. Toutefois, une surprise l'attendait. La Guinée, sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, s'opposa fermement. Lors du référendum de 1958, Sékou Touré et son mouvement de résistance défièrent les attentes de De Gaulle en votant massivement pour l'indépendance totale. Ce vote marqua un tournant décisif dans l'histoire de la décolonisation en Afrique de l'Ouest. La Guinée devint ainsi le premier territoire à rejeter l'intégration dans la communauté française, choisissant la voie de l'autonomie complète. Ahmed Sékou Touré, surnommé Sili ou l'éléphant, est né en 1922 en Guinée. Dès l'âge de 14 ans, il manifesta un esprit d'activiste politique en menant une révolte étudiante contre une école technique française à Conakry, la capitale guinéenne. Cet acte de défiance lui valut d'être renvoyé de l'école. Alors qu'il travaillait encore comme jeune employé dans l'administration coloniale française, Sékou Touré poursuivit son engagement en devenant militant syndical dès les années 1940. En 1941, il accepta une mission administrative dans le service postal où son intérêt pour le mouvement ouvrier ne fit que s'intensifier. Ce poste au sein des postes françaises lui permit de s'immerger dans les luttes syndicales et de renforcer ses convictions politiques. Durant cette période, Sékou Touré développa une vision claire de l'indépendance et des droits des travailleurs, vision qui allait façonner son rôle futur en tant que leader politique. Son ascension en tant que syndicaliste influent et défenseur des droits des travailleurs fit de lui une figure centrale de la lutte anticoloniale en Guinée. Sékou Touré établit des liens étroits avec les dirigeants syndicaux de haut niveau et organisa une grève réussie de 76 jours en Afrique de l'Ouest sous contrôle français. En 1945, il devint secrétaire général du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications et contribua à la fondation de la Fédération syndicale des travailleurs de Guinée, affiliée à la Fédération mondiale des syndicats. Il gravit les échelons pour devenir vice-président de cette organisation. Grâce à ses talents d'orateur et son charisme, Sékou Touré fut élu en 1951 à l'Assemblée nationale française en tant que représentant de la Guinée. Cette élection marqua une étape importante dans sa carrière, confirmant son influence croissante et son engagement envers les droits des travailleurs et l'indépendance de son pays. Partant de ses bases syndicales, Sékou Touré parvint à construire un puissant mouvement de masse avec son parti politique, le Parti démocratique de Guinée, PDG. Lors des élections de 1957 en Guinée, son parti remporta une victoire écrasante en obtenant 56 sièges sur 60 possibles. À seulement 35 ans, Sékou Touré devint le premier ministre de la Guinée. En tant qu'ami et collaborateur de Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré était fortement attiré par les idées d'unité panafricaine, bien plus que par la proposition de la communauté française. Son engagement en faveur du panafricanisme le conduisit à exprimer rapidement son aversion pour le plan de la communauté française. C'est dans ce contexte qu'il fit campagne contre ce plan et remporta une victoire décisive. Lorsque Charles de Gaulle est arrivé dans la capitale de la Guinée-Conakry, le 25 août 1959, à la fin d'une tournée africaine pour faire campagne pour un an de vote pour la nouvelle communauté française, il a été accueilli par des foules bordant les rues depuis l'aéroport criant des slogans d'indépendance. Un moment plus tard, dans son discours dans la foulée, Sékou Touré a attaqué le bilan colonial de la France et exigeant une décolonisation complète avant l'adhésion de la Guinée à la communauté franco-africaine, également connue sous le nom de communauté française. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la
pauvreté dans la liberté, à la richesse dans l'esclavage. Dans son discours, Sékou Touré a prononcé une de ses célèbres déclarations qui était, et je cite, « La notion d'une communauté française maintiendrait notre statut d'indignité et notre statut de subordination. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse en esclavage. » Cette déclaration a été accueillie par des applaudissements enthousiastes de la part de la foule guinéenne présente. En colère et légèrement embarrassé par ce qui venait de se passer, Charles de Gaulle s'est levé. En réponse pour défendre le bilan de la France, il a réitéré son offre en disant que j'avais dit ici encore plus fort que partout ailleurs, l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut l'accepter en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je vous garantis que la France ne posera aucun obstacle. Mais malheureusement, pour De Gaulle en France, la Guinée au référendum a voté non. Le nom de la Guinée a été écrasant. La Guinée a proclamé son indépendance en tant que république 4 jours après le vote du projet de constitution de la 5e République française et avec elle l'offre d'adhésion à la nouvelle communauté France. Pourtant, dans la plupart des territoires, la marge de victoire de la France était presque aussi élevée que l'ampleur de sa perte en Guinée. Dans le monde anticolonial, au sens large, en Afrique du Sud ou en Afrique équatoriale française, Sékou Touré a été acclamé comme un héros. Malheureusement pour lui et ce pays qu'est la Guinée, cette décision aurait de graves conséquences économiques et politiques pour la nation nouvellement indépendante. Lorsque Sékou Touré et la Guinée ont décidé en 1956 de sortir de l'empire colonial français et ont opté pour l'indépendance du pays, Paris était tellement en colère que sa réaction a été rapide et vindicative. Toute l'aide française a pris fin. Les fonctionnaires et les unités de l'armée française, y compris les médecins de l'armée en grande partie chargés de fournir des services de santé à la population civile en Guinée, ont été immédiatement retirés. Un exode massif. 3000 administrateurs français, enseignants, ingénieurs, techniciens et hommes d'affaires ont quitté le pays. Ils ont emporté avec eux tous les biens du gouvernement français qu'ils pouvaient. Et dans un acte de sabotage, ont détruit ce qui devait être laissé derrière eux. Les dossiers du gouvernement ont été incendiés. Les bureaux ont été dépouillés de leurs meubles et de leurs téléphones et même leurs ampoules électriques. Et ce n'était pas tout. Les médecins de l'armée ont emporté les fournitures médicales. Lorsque Sékou Touré a aménagé dans la maison de l'ancien gouverneur, il a constaté que les meubles et les tableaux avaient été enlevés. Le but de ces actes était d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies que les conséquences du rejet de la France seraient très lourdes. Mais la Guinée n'avait pas fini avec la France. Le pays a abandonné le franc CFA comme monnaie officielle, optant pour une Guinée et un franc national en 1959. Comme représailles, les Français ont eu recours à la contrefaçon franc guinéen pour déstabiliser l'économie guinéenne. Il est allégué que les forces spéciales françaises ont imprimé les contrefaçons qui ont été distribuées à travers le pays. Toute cette opération a laissé l'économie guinéenne dans un mauvais état. L'idée était d'exercer autant de pression sur l'économie du pays et l'obliger à fumer et destituer Sékou Touré. Lentement, la peur s'est propagée à travers l'élite africaine et personne, après les événements de la Guinée, n'a jamais trouvé le courage de suivre l'exemple de Sékou Touré. Même si les autres colonies sont allées et ont obtenu leur indépendance en 1960, elles étaient toutes toujours fidèles à la France. Brutalement coupé du soutien économique français et de l'aide des États-Unis, Ahmed Sékou Touré s'est tourné vers l'aide extérieure pour remplacer ce que la France avait fourni. Il a recouru à son ami et allié Kwame Nkrumah du Ghana. Les deux dirigeants partageaient les idéaux du panafricanisme, une doctrine qui mettait l'accent sur l'unité de toutes les nations africaines, au-delà des intérêts propres de chaque nation. Le Ghana a rapidement prêté à la Guinée quelques 28 millions de dollars. Sékou Touré s'est également tourné vers l'Union soviétique de l'époque pour obtenir de l'aide. En 1960, près de la moitié des exportations guinéennes étaient destinées à des pays du bloc de l'Est et les soviétiques avaient engagé des millions de dollars d'aide à la République africaine. En raison de l'influence soviétique, la Guinée est devenue un pays socialiste dirigé
Une structure de parti unique communiste enracinée, le PDG, avec des ventes politiques jusqu'au village et au district, ainsi qu'un système d'informateurs. Mais l'association exclusive avec les communistes a été de courte durée. En 1961, Sékou Touré a expulsé l'ambassadeur de Russie pour ingérence dans les affaires intérieures de son pays, accusant les soviétiques de compléter une révolution marxiste. Suite à cet épisode, les États-Unis sont devenus une source d'aide importante pour la Guinée. En 1963, Sékou Touré a rencontré le président John Kennedy et les États-Unis ont ensuite lancé à la Guinée 400 millions de dollars pour développer son industrie de bauxite. C'est dans la bauxite que nous produisons l'aluminium métallique au fil des temps. Dans les années 1960, Sékou Touré a maintenu une position de neutralité positive à l'égard du conflit de la guerre froide entre les superpuissances, acceptant l'aide des États-Unis et l'Union soviétique. Après la rupture avec la France, Sékou Touré a imposé un projet socialiste à l'économie guinéenne. Mais en même temps, il a vécu dans un monde de conspiration. En effet, il commença à parler de complot et purge à partir de 1960, seulement 2 ans après que la Guinée soit devenue indépendante. Il parla fréquemment de ce qu'il appelait un complot permanent visant à renverser son régime. Une vaste conspiration qu'il affirmait être organisée par les puissances occidentales et d'autres ennemis de la révolution guinéenne. Les complots étaient peut-être sans aucun doute réels. Certains ont été délibérément créés, mais malheureusement d'autres étaient simplement fictifs. Par exemple, en 1961, il a annoncé la découverte d'un soutien aux enseignants après que les enseignants aient exigé un salaire égal pour un travail égal et critiqué la politique gouvernementale. Des enseignants et des intellectuels de premier plan ont été arrêtés ainsi que l'ambassadeur soviétique accusé de s'ingérer dans les affaires guinéennes et d'avoir financé cette révolte. Environ 1/5 de la population guinéenne a émigré vers les pays africains voisins, principalement pour échapper à la politique intérieure dure de Sékou Touré. Son régime est devenu célèbre pour ses procès courts, ses exécutions publiques, son emprisonnement arbitraire et son recours à la torture. En 1965, un groupe de commerçants a tenté de former un parti d'opposition et a désigné un candidat pour se présenter à l'élection présidentielle contre Sékou Touré. Ils ont été arrêtés et condamnés à mort. En 1972, la pénurie de médicaments a été décrite par Sékou Touré comme un moyen pour des médecins de discréditer la révolution. Il a interprété la nouvelle épidémie de choléra en 1973 comme un complot contre-révolutionnaire. Ce barrage constant de complots permanents par le régime de Sékou Touré a semé la peur parmi les citoyens et les a contraints à se conformer au gouvernement. Mais plus tôt, j'ai également dit que certains complots évoqués par Sékou Touré relevaient de la paranoïa. Par exemple, en juin 1960, Radio Conakry a rapporté une invasion imminente de la Guinée par des forces qui étaient entraînées en Guinée portugaise, maintenant connues sous le nom de Guinée-Bissau. Quelques mois plus tard, un groupe de mercenaires a été arrêté dans le pays. À cette époque, la Guinée-Bissau était sous emprise portugaise. Sékou Touré a donc fourni une base, des installations et son soutien diplomatique aux combattants de la liberté en Guinée-Bissau. Le Portugal a riposté en menant une campagne de propagande majeure contre Sékou Touré tout en qualifiant son régime de dictature marxiste. Et en 1970, les Portugais ont aidé à organiser une invasion missionnaire de la Guinée. L'invasion n'a pas réussi à renverser Sékou Touré. Au contraire, cela a conduit à un règne de suspicions terroristes et de violences guinéennes. Des personnalités publiques soupçonnées d'avoir des opinions critiques à l'égard du régime de Sékou Touré ont été arrêtées. Des procès de masse secrets et des exécutions civiles. La nation guinéenne était potentiellement un pays riche avec des plaines côtières bien arrosées et vastes plateaux offrant d'énormes potentiels agricoles et de vastes gisements de bauxite et de minerais de fer. Mais la stratégie économique touristique s'est avérée très destructrice. Sékou Touré a étendu son contrôle dans le secteur de l'économie. Les commerçants indépendants ont été remplacés par une énorme société commerciale d'État. Le résultat a été des entreprises d'État qui ont été mal gérées, lourdement endettées par la corruption et paralysées par les politiques. Les grèves concernant la pénurie de marchandises et les mauvais traitements infligés par le régime de Sékou Touré ont conduit à des manifestations de protestation des femmes du marché qui ont alors commencé dans les centres ruraux avant de s'étendre aux villes jusque dans la capitale. Lorsque les femmes du marché ont marché sur le palais présidentiel, les troupes gouvernementales ont reçu l'ordre de tirer sur elles.
Ce qui a sauvé la Guinée de la ruine complète, ce sont les revenus tirés de la caisse des mines du pays qu'aujourd'hui abandonné aux mains des sociétés étrangères. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, après 20 ans de socialisme imposé, Sékou Touré a commencé à se retirer, permettant à certaines entreprises privées et sociétés commerciales d'opérer et à dissoudre sa police économique. Il a également commencé à tendre la main aux investisseurs occidentaux. Il expliquera plus tard. Pendant les 20 premières années, nous nous sommes concentrés sur le développement de la mentalité de notre peuple. Maintenant, nous sommes prêts à faire des affaires avec d'autres. En 1976, des relations diplomatiques ont été établies entre la Guinée et la France. Les hommes d'affaires français ont été autorisés à poursuivre des opportunités commerciales et d'investissement. La Guinée a indemnisé les entreprises françaises nationalisées, tandis que les Français ont accepté de payer les pensions de 20 000 anciens militaires guinéens. La Guinée a également libéré des Européens emprisonnés pour avoir prétendument tenté de renverser le gouvernement. En 1982, Sékou Touré s'est rendu à New York pour faire appel aux financiers de Wall Street pour une augmentation du secteur privé. Sékou Ahmed Touré est décédé en 1984 alors qu'il subissait une opération du cœur dans un hôpital américain. Au moment de sa mort, il avait dirigé la Guinée pendant 26 ans. En avril 1984, l'armée a organisé un coup d'État et a pris le contrôle du pays en remplissant les fonctions politiques en raison du vide laissé par la mort de Sékou Touré. Malgré sa politique intérieure controversée, on se souvient d'Ahmed Sékou Touré comme un ardent défenseur de l'unité africaine et du panafricanisme. Sékou Touré a passé beaucoup de temps à tenter de renforcer les liens entre les pays voisins d'Afrique et d'autres indépendances collectives vis-à-vis des anciens colonisateurs européens. D'autres le voient également comme un dictateur. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. Il intègre l'armée française en 1955 et participe à la guerre d'Algérie. Promu lieutenant, il défend le régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré. 10 ans plus tard, il est élu député du Parti démocratique de Guinée, PDG, parti unique. Parvenu au grade de colonel, il participe au coup d'État de 1984 à la suite de la mort du père de l'indépendance de la Guinée, Sékou Touré. La junte dénommée Comité militaire de redressement national CMRN porte alors Lassana Conté à la tête du pouvoir. Libéral et nationaliste, il privatise les entreprises publiques, réduit le nombre de fonctionnaires et dote la Guinée d'une nouvelle constitution qui autorise le multipartisme. Devenu général, il est officiellement élu président de la République en 1993 et largement reconduit en 1998 et 2003 grâce à une modification constitutionnelle. Malgré les restrictions des libertés et les menaces, l'opposition critique ouvertement ces scrutins qu'elle estime truqués et qu'elle boycotte par la suite. À la fin de sa présidence, alors que la situation économique et sociale continue de se dégrader, Lassana Conté doit affronter plusieurs révoltes qui sont réprimées et font plusieurs morts, ce qui le contraint à négocier avec les syndicats. Victime de plusieurs tentatives de renversement et d'assassinat, il décède des suites d'une longue maladie. Sa mort est suivie d'un coup d'État renversant la Deuxième République qu'il avait instaurée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Lassana Conté, un homme dont le nom est toujours marqué dans l'esprit du peuple guinéen. Voici à présent l'histoire de Lassana Conté. Lassana Conté est né le 30 novembre 1934 à Moussaya Lumbaya, région du Doubreka en Guinée-Conakry. Fils d'agriculteur, Lassana Conté est issu de l'ethnie des Soussous. Les Soussous sont une population d'Afrique de l'Ouest, vivant principalement en Guinée, également au nord-ouest de la Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Ils sont originaires du Mandé, espace compris aujourd'hui entre le sud du Mali et l'est de la Guinée. Bref, Lassana Conté entre à l'école des enfants de troupes de Bégerville, Côte d'Ivoire en 1950, puis à celle de Saint-Louis, Sénégal. Il effectue ensuite ses classes au peloton à Caille au Mali. À présent, nous sommes en 1955. La guerre d'Algérie bat son plein. En tant que guerre d'indépendance et de décolonisation, elle oppose des nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du Front de libéral national FLN à la France. Elle est à la fois un double conflit, militaire et diplomatique, et une double guerre civile entre les communautés d'une part et à l'intérieur des communautés d'autre part.
La même année, en 1955, Lassana Conté entre dans l'armée française. Plus tard, il est affecté en Algérie pendant la guerre d'indépendance en 1957. Après son service militaire, il est retourné en Guinée, qui est devenue indépendante de la France le 2 octobre 1958. Il intègre alors la nouvelle armée avec le grade de sergent. Transféré au 2e bataillon d'artillerie, il est promu lieutenant en 1965. Le 22 novembre 1970, lorsqu'un groupe d'exilés guinéens envahit le pays à partir de la Guinée portugaise dans le but de renverser le gouvernement du président Ahmed Sékou Touré, il participe à des opérations visant à défendre la capitale. Après que les forces pro-gouvernementales parviennent à stopper l'invasion, Lassana Conté est promu le 27 février 1971 au grade de capitaine pour service rendu à la nation et jouit de la réputation de militaire courageux. En 1973, il est nommé commandant de la région militaire de Bouké, nord-ouest de la Guinée, afin d'aider le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, mouvement de guérilla indépendantistes dans le pays voisin, la Guinée portugaise. Il s'agit d'un parti politique fondé en 1956 par des militants indépendantistes autour d'Amilcar Cabral dans le but de réaliser l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée portugaise, alors sous domination coloniale. Chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à partir de 1975, puis chef de la délégation guinéenne au cours des négociations censées régler un différend frontalier avec la Guinée-Bissau. En 1977, il est élu à l'Assemblée nationale en 1980 sur la liste unique du Parti démocratique de Guinée, PDG. 2 ans plus tard, élu membre du comité central du PDG, il est promu colonel. Le 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance, meurt à Cleveland lors d'une opération cardiaque et l'unique parti de l'époque, le Parti démocratique de Guinée PDG, sombre dans de violentes querelles de succession. C'est dans un contexte de déclin et d'incertitude qu'une semaine plus tard, le 3 avril 1984, un coup d'état militaire dirigé par le colonel Conté renverse le président intérimaire, Louis Lansana Biavogui. L'agent militaire, dénommé Comité militaire de redressement national CMRN, porte alors son chef de file au pouvoir qui est proclamé président de la République 2 jours plus tard, alors qu'il vient d'être institué la Deuxième République. Le nouveau chef de l'État dénonce le régime de Sékou Touré et s'engage à établir un régime démocratique, à sortir la Guinée de son isolement international et à exploiter les ressources naturelles. Il se pose en défenseur des droits de l'homme en libérant 250 prisonniers politiques, encourageant ainsi le retour d'environ 200 000 Guinéens de l'exil. C'est ainsi que quelques mois plus tard, Lassana Conté est nommé secrétaire général du Parlement international pour la sécurité et la paix, une organisation intergouvernementale dont le siège est en Italie. Lansana Conté assure de facto la fonction de chef du gouvernement du 18 décembre 1984 au 9 juillet 1996, date à laquelle il nomme Sidya Touré comme Premier ministre. Le 22 décembre 1985, dans son discours programme, il opte pour un libéralisme économique après 26 ans d'économie centralisée. Il lance de nombreuses réformes, le rétablissement de l'initiative privée, la privatisation de nombreuses entreprises publiques, la dévaluation de la monnaie et le rétablissement du franc guinéen, ainsi que la réduction des dépenses de gouvernement et l'encouragement des investissements étrangers. Le 3 avril 1990, à l'occasion du 6e anniversaire de l'avènement de la Deuxième République, Lassana Conté est promu au grade de général de corps d'armée. Dans le même temps, alors qu'une vague démocratique touche l'Afrique, il fait adopter une nouvelle constitution par référendum le 23 décembre 1990. En 1992, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de l'année suivante, les partis politiques sont officiellement légalisés et 12 lois organiques réglementent le statut d'institution, telles que la Cour suprême. Les mesures annoncées par le nouveau président ne tardent pas à se faire sentir. La croissance économique s'élève à 4,5% par an et le taux d'inflation ne dépasse pas 5%. Le CMRN est dissous le 16 janvier 1991 et est remplacé par le Comité de transition pour le redressement national CTRN, un organe composé à partie égale de civils et de militaires. Lors de l'élection présidentielle de 1993, Lansana Conté, candidat du Parti de l'Unité et du Progrès, est opposé à 8 candidats dont Alpha Condé, RPG. Le président sortant l'emporte dès le premier tour de scrutin avec 51,7% des suffrages.
Cette élection est vivement contestée par les partis d'opposition à la suite de la décision de la Cour suprême d'annuler les résultats de 2 préfectures où Condé avait obtenu plus de 90% des voix. Dès lors, le régime en place prend un visage plus radical. En décembre 2003, il est réélu avec 95,63% des suffrages face à un seul adversaire, les autres opposants préférant ne pas participer à un scrutin qu'ils estiment joué d'avance. Le 19 janvier 2005, des coups de feu auraient été tirés sur son cortège de voitures alors qu'il se rendait à Conakry dans ce qui était apparemment une tentative d'assassinat ratée. Un garde-corps aurait été blessé. Conté idem prononce alors une allocution pour dire qu'il avait survécu parce que Dieu n'avait pas encore décidé qu'il était temps pour lui de mourir et évoque des menaces de la part de ceux qui souhaitent pas voir le développement de la Guinée ou de ceux qui obéissent aux ordres qui leur sont donnés de l'étranger. Au milieu de l'année 2006, alors que le prix du riz et du carburant est au plus haut, les nombreuses grèves générales et leur sanglante répression affaiblissent le président guinéen. En août, Human Rights Watch rend public un rapport de 30 pages qui condamne les violations des droits humains en Guinée en mettant en évidence le vide politique résultant de la maladie du président en cours et exprimant sa préoccupation quant à l'avenir. Mais en octobre 2006, le général Conté annonce qu'il compte demeurer président jusqu'à la fin de son 3e mandat. En 2010, tout en précisant qu'il aime son pays et qu'il le protège contre ses ennemis, il déclare également qu'il est à la recherche d'un successeur comme lui, qui a de l'envergure, patriote, pour diriger la Guinée. Malgré une nouvelle grève générale commencée le 10 janvier 2007, Lansana Conté s'accroche au pouvoir. Une semaine après, il annonce le limogeage de Fodé Bangoura, ministre d'État aux affaires présidentielles et numéro 2 du régime. Quelques jours plus tard, alors que plusieurs centaines de milliers de citoyens continuent à manifester et que 59 personnes sont mortes de la répression des forces de l'ordre, le général Conté accepte de nommer un premier ministre de consensus. Il cède aux demandes des centrales syndicales à l'origine de la grève le 26 janvier et annonce qu'il transférera toutes ses prérogatives de chef de gouvernement au futur premier ministre dont il ne révèle pas le nom immédiatement. Le 9 février, il choisit finalement de nommer Eugène Camara, un de ses proches. Mécontent de ce choix, les syndicats et la société civile s'embrasent. Le président cède à la pression et le 26 février, il nomme Lansana Kouyaté au poste de premier ministre. Le bilan humain de ce soulèvement est terrible. Au moins des centaines de personnes sont tuées et plus de 1000 blessés. En mai et juin 2008, des soldats menacent la stabilité du pays en réclamant le paiement des arriérés de leurs soldes, fragilisant encore un peu plus le régime en place. Cette fois-ci, le bilan s'élève à au moins 3 morts et à des dizaines de blessés. Des rumeurs récurrentes le disant mourant circulent dès 2002. Au mois de décembre de cette même année, des médecins marocains lui diagnostiquent une leucémie et une forme aiguë de diabète et lui annoncent qu'il lui reste moins de 6 mois à vivre. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2003, il reconnaît avoir des douleurs aux pieds, se voyant contraint de voter à bord de sa voiture en raison de sa difficulté à marcher. Début 2006, son état de santé s'aggrave. Brusquement, il se rend alors à plusieurs reprises à l'étranger pour se faire hospitaliser et est victime de coma diabétique à répétition. Grand fumeur, Lansana Conté souffre également de problèmes cardiaques et régulièrement absent des réunions internationales, ne quitte plus le territoire national lors des dernières années de sa vie et ne peut pas assister aux cérémonies du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre 2008. Il ne vit plus dans la capitale, mais dans un petit village où il cultive des champs de riz. Durant cette période, ce sont ses proches conseillers, régulièrement renouvelés, qui assurent véritablement le pouvoir. Le 23 décembre 2008, Aboubacar Sompare, président de l'Assemblée nationale, annonce à la télévision que le président de la République est mort la veille, des suites d'une longue maladie sans préciser la cause exacte de sa mort. Un deuil de 40 jours est alors décrété par le Premier ministre. Quelques heures après sa mort, un groupe d'officiers se présentant sous le nom de Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, annonce à la radio, par le biais de son porte-parole Moussa Dadis Camara, la dissolution du gouvernement et de la constitution du pays, ce qui inaugure un coup d'État. Le 24 décembre 2008, Moussa Dadis Camara s'autoproclame président de la République. Les funérailles de Lansana Conté, qualifiées de grandioses par la presse, se déroulent le 26 décembre 2008 à Conakry et rassemblent plus de 30 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.